Bonjour à tous, trop content d'être avec vous aujourd'hui. Dites-nous bonjour dans le chat, dites-nous d'où vous venez, dites-nous si c'est la première fois que vous venez aussi. Je suis hyper content aujourd'hui de recevoir Simo et en plus d'être un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, le COO de Folk, qui est un contact manager et un light CRM qui a été lancé par le startup studio eFounders. Il travaille à la résolution d'un problème que beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise rencontrent, qui est la gestion des contacts, et dont on va parler en long et en large aujourd'hui. Simo, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bonjour à tous. Merci beaucoup, Jérémy, de me recevoir. Je suis super content d'être là. Ça fait longtemps qu'on en discute et qu'on échange ensemble sur tous les sujets de productivité de nos codes. Donc, super content de faire cette petite session ensemble. En quelques mots, donc, je suis le fondateur de Folk. Folk, c'est un outil qui permet de gérer ses listes de contacts de manière très simple. Comme l'a dit Jérémy, on a été créé au sein d'eFounders. Il y a un peu plus de 2 ans, on est soutenu par un fonds qui s'appelle Axel, qui est assez connu, et par des angels qui viennent de boîtes qu'on aime bien, comme les fondateurs de Dropbox, de Webflow. Je m'adresse à un univers no-code, donc ça devrait vous parler, de Behance, de Pitch, etc. On est une petite équipe d'une vingtaine de personnes. Et on a pris du temps à bichonner notre produit pendant plusieurs mois. On l'a lancé il y a quelques mois sur Product Hunt. On a été super contents parce qu'on a été produit du mois. Et depuis, ça se passe assez bien. Et je suis super content d'être là pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec l'outil pour créer des listes de contacts, communiquer avec ces listes de contacts et traquer follow-up en tant qu'équipe. Voilà, en quelques mots. Trop cool. Eh ben, tu vois, on a des gens qui sont avec nous là de partout, de Bruxelles, de Nice, de Bordeaux, de Nantes, de Suisse, de Toulouse, de Lyon. Beau panel aujourd'hui de personnes qui nous accompagnent. Folk, du coup, c'est du SaaS, du Software as a Service. C'est un peu le modèle par excellence de la tech. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme parcours pour en arriver à monter un SaaS? Yes, alors moi j'ai fait une école de commerce. Après ça, j'ai travaillé en conseil en stratégie où j'ai fait pas mal de projets différents dans différentes industries. Et ensuite, j'ai voulu finalement toucher plus à du produit en montant une boîte. Et la manière de faire qui était assez naturelle à ce moment-là, c'est de me dire que je vais contacter toutes les personnes autour de moi, que ce soit des investisseurs, des entrepreneurs, des alumni, pour essayer de m'inspirer de ce qu'ils pourraient me partager pour essayer de bien définir ma prochaine opportunité entrepreneuriale. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en essayant de faire ça, ce qui semblait être un process plutôt basique, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme pain au fait de leverager ses relations professionnelles, quand bien même, c'est certainement en tant qu'individu un de mes plus gros assets. Pourquoi un énorme pain? Parce que, un, c'était super dur, simplement de créer la liste de contacts de toutes les personnes que je connaissais. Tous les entrepreneurs, les investisseurs, les alumni, etc. Parce qu'ils étaient dans plein d'outils différents. Ils étaient sur WhatsApp, sur mes mails, des mails auxquels j'avais potentiellement plus accès, sur LinkedIn, sur Twitter, dans des spreadsheets que j'ai construits au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était le premier pain. Le deuxième pain, une fois que j'ai construit cette liste de contacts, c'était simplement d'être sûr qu'elle soit bien à jour. Est-ce qu'ils sont toujours dans la même boîte? Est-ce qu'ils utilisent toujours le même mail? Est-ce qu'ils ont toujours le même job title? Qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois? Sur quel channel on s'est parlé, etc. Le troisième pain, c'était de les contacter, ce que j'ai fait manuellement en faisant du copy-paste sur mon Gmail, avec le petit first name entre crochets que tu oublies de changer une fois sur 4. Et du coup, tu appelles un gars qui s'appelle Edouard Michael et tu as l'air un peu débile à ce moment-là. Et le quatrième pain, c'était, après les avoir contactés, de savoir comment, avec qui je devais follow-up, à qui je dois renvoyer un document qu'on m'a demandé, qui je dois remercier pour une introduction qui ne m'a pas répondu et que je dois relancer, etc. Donc, ça a l'air d'être un workflow super simple, contacter ces relations pour les leverager. Et il se trouve que c'est super complexe parce que le workflow est complètement fragmenté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser ce marché et que j'ai rencontré Thibaut. Et en fait, la réalisation, c'était non seulement un pain pour les individus, mais encore plus pour les entreprises, dans la mesure où tes contacts sont d'autant plus fragmentés entre différents outils, différentes personnes de l'équipe, et c'est d'autant plus dur de réussir à les leverager, d'où le fait de créer la plateforme unique qui permet de le faire.
Quand tu dis j'ai rencontré Thibaut, donc c'est Thibaut Elzière de Defenders, qui est bien connu de la communauté et qui du coup est un peu un génie du produit. Hein. Defenders, ils ont lancé, je pense, une trentaine de SaaS, dont certains sont des énormes cartons. Il me semble, pour en avoir discuté avec Thibaut déjà, je pense il y a 4 ans, que Folk, c'était un projet qui était dans les cartons déjà avant que tu arrives en fait. Exactement. Bah, en fait, l'idée, c'est ce qui est assez marrant, c'est que Folk, c'est le premier outil interne qui a été créé au sein d'eFounders. Donc, eFounders, comme beaucoup d'organisations, se sont rendus compte que un de leurs plus gros assets, bah, c'était leur base de contact. Tous les investisseurs qu'ils connaissaient, tous les business angels, tous les pilotes potentiels, les avocats, etc., etc. Et que c'était une base, c'était un asset qui était complètement sous-optimisé dans la mesure où il était éparpillé entre plein d'outils, plein de personnes, dans des fichiers Excel, dans des mails, dans des Zoom meetings, dans des listes Substack, etc., etc. Et à ce moment-là, ils ont décidé d'en faire un outil interne, donc un outil qui te permet simplement de centraliser tes listes à un seul endroit, de pouvoir les leverager en leur envoyant des mails au bon moment et de pouvoir tout traquer en tant qu'équipe. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel qui allait bien au-delà du Founders, parce que beaucoup de gens demandaient à avoir accès à ce produit, d'où le fait que ce soit passé d'un outil interne à proprement parler, une ambition de créer une boîte. Et c'est assez marrant parce que, en effet, comme tu le dis, Thibaut a créé plein de SaaS qui ont été très successful. Et je pense que le fait de se dire que d'une certaine manière, tu vas aller titiller le roi du SaaS qu'est Salesforce en attaquant l'outil de gestion de contact, c'est un challenge qui est très excitant. Tu parles de Salesforce. En fait, Salesforce, c'est donc le numéro 1 des CRM en software as a service. Donc, c'est le CRM le plus utilisé. C'est un CRM qui est utilisé à la fois par des petites entreprises, mais surtout par des très grosses boîtes. C'est donc un CRM, quand on parle de CRM, c'est Customer Relationship Manager. Donc, en gros, c'est un outil qui va permettre de gérer la relation client. C'est très, très large. Hein. Quand on dit gérer la relation client, en fait, ça veut tout dire et rien dire parce que finalement, toutes les entreprises ont des clients. Et donc, gérer la relation client, ça peut être de l'avant-vente, ça peut être de la vente, ça peut être de la gestion de projet, ça peut être de l'après-vente. Donc, la relation client, c'est très, très large. Pourquoi est-ce que, quand vous avez monté ça, un CRM, ça suffisait pas finalement? C'est une super question. C'est une super question. La première chose, c'est que, en effet, comme tu le mentionnes, le mot CRM est un mot un peu fourre-tout, qu'on utilise à tort pour dire avoir un outil qui me permet de gérer des relations avec des contacts qui sont importants pour mon organisation en fonction du workflow. Les différentes problématiques qu'on a vues avec les CRM il y en a 3 ou 4. La première, c'est qu'en effet, c'est des outils qui ont 15-20 ans. Les Salesforce, les HubSpot, donc qui sont aujourd'hui, et en particulier parce que je parle à une communauté no-code, qui ne répondent pas à ces nouvelles bonnes pratiques en termes d'UX qu'on attend dans des outils, qui ont été mis à jour par des Notion ou des Airtable, qui te permettent d'avoir une interface très très simple et en même temps des grandes fonctionnalités en termes de customisation et en termes d'intégration. Aujourd'hui, si tu as envie de mettre en place un Salesforce, il faut prendre 4 développeurs Salesforce. Ça coûte 40 000 balles. Ça prend 4 mois. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend d'un bon outil dans le web aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément, je pense, qui est assez important. Deuxième élément, c'est que les CRM traditionnels ont fondamentalement été conçus pour des flots de vente. L'objet de base dans un CRM, c'est la transaction. C'est faire un deal, c'est une opportunité, la transformer en deal. Là où nous, on a une approche qui est complètement différente, où l'objet de base dans Folk, c'est la relation. Donc, et une relation est différente d'une transaction dans le sens où une relation, elle n'a pas un début, une fin. Tu vois, tu cherches pas à la closer. Elle est beaucoup plus diverse. Ça peut être une relation avec un investisseur, avec un fournisseur, avec un candidat, etc. Et du coup, on permet d'avoir ce niveau de customisation dans l'outil qui fait que tu n'es pas nécessairement en train de gérer un pipeline de vente. Et le troisième point qui est assez fondamental également, c'est qu'un CRM, ça a été des outils qui ont été conçus pour être adoptés à l'échelle d'une organisation. Dans le sens où tu vas les vendre aux executives. Et à la base, c'est des outils qui sont faits pour monitorer des équipes de vente, pour checker que les équipes de vente font bien leur boulot. Est-ce que tu as bien répondu à ce client? Est-ce quel est l'échange de mails qu'il y a eu entre eux qui a fait que le deal a capoté, etc. Nous, on a une approche complètement différente qui est ce que les gens appellent dans le produit du bottom-up, dans le sens où on part de l'individu. C'est l'individu qui a l'ownership sur ses relations,
qui va choisir ce qu'il a envie de partager ou pas envie de partager avec d'autres personnes de son équipe. Pourquoi? Parce qu'au même titre qu'il y a très peu de choses que tu as envie de aussi peu partager que tes numéros de crédit, de carte de crédit et que tes fichiers de contact, parce que c'est de la donnée super privée. Et donc voilà, il y a un peu ces trois grandes dimensions qui font qu'on est différent. L'aspect no-code customisable, l'aspect plus customisable qu'en dehors d'un flow de vente et le sujet bottom-up où la donnée est détenue par l'individu. C'est marrant, il y a Félix dans le chat qui nous dit CRM devient Contact Relationship Manager. Moi, j'ai tendance à dire, ouais, en fait, Contact, ou alors carrément, t'enlèves le C et tu deviens juste un Relationship Manager. Et donc, l'objectif, c'est de sortir un peu cette notion aussi de client, si je comprends bien, et de se dire, en fait, une relation, c'est pas nécessairement un client. Ça peut être un client, mais ça peut être un investisseur, ça peut être un journaliste, ça peut être un prospect, ben, évidemment, mais je veux dire, ça peut être un client existant. En fait, c'est n'importe quelle relation avec un individu. Donc j'imagine qu'après, il y a une notion de comment est-ce que tu les groupes aussi et comment est-ce que tu organises finalement ces contacts, quoi. Complètement, complètement. L'idée, c'est qu'on a envie d'être le meilleur outil pour les organisations et même les individus pour gérer leur liste de contacts. Donc, tu mets toutes tes listes de contacts à un endroit, comme tu l'as mentionné, tes investisseurs, tes fournisseurs, tes candidats, tu les catégorises de la bonne manière pour pouvoir les utiliser, les leverager au bon moment. Ouais, c'est puissant. Bon, dans ces masterclass, l'objectif, c'est clairement de mettre les mains dedans, de regarder un peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'on tient tout le monde en haleine là depuis 11 minutes, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'outil, ça peut rester abstrait. Est-ce que tu es chaud de nous faire une petite démo et de nous montrer comment ça marche? Écoute, avec grand plaisir. L'idée, c'est que la démo soit très participative, pardon. Donc, n'hésite pas à m'interrompre, à me poser des questions. Carrément, Pareil pour les c'est personnes dans le sûr. chat. Moi, je te pose des questions, je garde le chat de toute façon à côté de moi également, donc on fait ça de façon interactive et on te challenge pendant que tu nous montres comment marche Folk. Bah, ça, je ne m'inquiète pas pour toi. Hop. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ouais, de mon côté, oui. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est la bonne taille? Ça vous va? Ouais, ok. Visiblement, ça a l'air d'être bon. Ok, super. Trop bien. On est parti. Donc l'idée est assez simple dans Folk. Je vais prendre un use case assez simple pour illustrer la démo qui est un use case de fundraising. Donc disons que j'ai besoin de contacter une liste d'angels pour lever un certain montant et j'ai besoin d'un outil simple pour créer la liste, leur envoyer un email et traquer et follow-up le process. Process assez simple finalement. Et donc je vous montre comment fonctionne l'outil de manière assez basique. L'idée, c'est qu'on commence par créer un workspace. Donc, pour parler à une communauté no-code, c'est l'équivalent d'un workspace sur Notion ou sur Airtable qui permet qui est l'espace de travail dans lequel je vais être amené à inviter mon équipe et à travailler avec eux. Dans ce Tu parles de workspace, Notion ou de Airtable, là c'est vrai que ce que tu nous montres ici, ça ressemble très fort finalement on est sur une base de données, quoi. Donc chaque ligne c'est un contact et finalement chaque colonne ça va être une propriété de la donnée. Ici l'entreprise dans laquelle il travaille, le poste, la date à laquelle tu as eu la dernière interaction, investor type, donc ici on a un champ single select où tu vas pouvoir choisir le type en fait de relation que c'est et un champ expertise où tu vas pouvoir mettre différentes étiquettes en fonction des expertises, quoi. Donc vraiment on est dans cette notion de database. Exactement, et avec la possibilité de créer n'importe quel champ customisé que tu vas pouvoir venir pour enrichir cette database et la créer en fonction de ton besoin. On est une database, mais faite pour gérer des contacts et pas des cellules, des records génériques, comme c'est le cas dans un Notion ou dans Airtable. Je vais vous en dire un peu plus pourquoi ça nous rend très spécifique et très particulier. Mais donc, comme tu le disais, la première étape, c'est vraiment de créer ces listes. Donc, comme tu le vois ici sur la sidebar de gauche, on a un certain nombre de listes de contacts qui permettent de catégoriser ces contacts en fonction de leur typologie, les influenceurs, les journalistes, les candidats, les prospects, etc. Et que je vais utiliser également pour définir qui aura accès à cette liste. Donc moi, de manière très personnalisée, je vais pouvoir me dire, cette liste d'Angel Investor, elle est un peu critique, donc je vais la partager uniquement à 3 personnes, versus la communauté qui va être partagée à tout le monde dans l'espace de travail. Donc on peut déterminer de manière très granulaire à qui les listes sont partagées. Ensuite, le workflow, donc pour gérer ce fundraising et de manière plus large pour utiliser Folk, il se fait en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de créer mes listes de contacts. On a pour objectif d'être l'outil le plus simple sur le web pour permettre à n'importe qui de créer ses listes de contacts. La deuxième étape, c'est d'utiliser ces listes de contacts pour les leverager en leur envoyant des messages ultra customisés au bon moment grâce à toute la donnée que je vais avoir créée dans Folk. Et la troisième étape, c'est ensuite de te permettre de follow-up et de traquer tes process avec ces contacts en tant qu'équipe. Donc, prenons un exemple. Disons que je crée une nouvelle liste
On me suggère un certain nombre de templates qui peuvent m'inspirer. Par exemple, si je prends le template candidate, on va me dire tous les champs qui vont être inclus dans ce template, les intégrations qu'on recommande et le lookalike qu'auront les vues au sein de ce template. Mais je vais commencer par une vue où je ne créerai pas de template. Disons que je crée un groupe qui s'appelle Angel. Donc là, pour créer ma liste de contacts, j'aurai un certain nombre d'options différentes. Il y en a 4 en l'occurrence. La première, c'est simplement de chercher ces contacts. Moi, ce qui est assez intéressant ici, c'est que j'ai connecté toute ma Google Suite, mon compte Gmail, mon compte Google Calendar et mon compte Google Contact. À chaque fois que j'interagis avec une personne, ce contact est automatiquement importé dans Folk. Il est enrichi avec la bonne donnée, il est dédupliqué et il est rendu cherchable. Donc, de telle sorte à ce que moi, je puisse chercher, je vais taper VC, je vais trouver les VC que je connais, je vais taper Invest, je vais pouvoir trouver les investisseurs que je connais et je peux chercher par n'importe quel champ, que ce soit le first name, le last name, l'email, l'URL, etc. Ça, c'est la première option pour ajouter des contacts. Donc, après, pour les rajouter, il suffit de cliquer sur le plus pour qu'ils soient rajoutés dans ce groupe. Deuxième option, assez simple également, c'est d'importer un fichier. Donc, par exemple, j'ai un fichier MailChimp avec des investisseurs à qui j'ai envoyé une newsletter, un Notion, un Airtable, un Excel, peu importe. Je vais pouvoir venir et en quelques clics l'importer et mapper les colonnes de ce fichier aux colonnes qui existent ici dans mon Folk pour en faire ma database, ma single source of truth, comme on dit. Troisième option, qui va être peut-être un tout petit peu moins pertinente dans le cas du fundraising, mais qui est assez intéressante pour la communauté NoCode, c'est de connecter une intégration. Nous, on utilise Zapier. Je sais que vous allez me parler de Make, mais je pense qu'on y reviendra. Nous, on utilise Zapier et on propose quelques templates pour connecter, pour ajouter des contacts en fonction depuis une API. Donc, par exemple, des personnes qui répondraient à un Typeform, des nouveaux participants à un meeting Calendly, des nouveaux leads dans Webflow, etc. etc. L'idée, c'est de vraiment faire en sorte que tous tes contacts soient centralisés dans Folk assez facilement. Et la quatrième manière, qui est assez intéressante, et nous, qui est plutôt liée à une vision plus large de la manière de gérer ses contacts, c'est d'utiliser notre Chrome Extension. En fait, les contacts, c'est des objets avec lesquels on interagit sur plein d'outils différents, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Gmail, sur Zoom, etc. Et on a envie que nos utilisateurs soient capables de mettre à jour Folk directement depuis ces outils sans avoir à changer de contexte. Donc, par exemple, moi, si je suis sur LinkedIn, sur le profil d'un certain Jérémy Foucré, je vais pouvoir cliquer sur mon extension et récupérer la donnée, le rajouter au groupe Angel, par exemple, en un clic et avoir toute la donnée qui remonte hyper facilement. Et ça, je peux le faire, donc, du coup, comme on le disait, sur LinkedIn. Je peux le faire depuis une recherche également. Par exemple, si je tape Investor, je vais avoir tous les investisseurs qui remontent, pouvoir ouvrir cette recherche, cliquer sur mon extension à nouveau et avoir toutes ces personnes qui remontent que je vais également pouvoir ajouter. Ah ouais, là, tout le monde arrive d'un coup en plus. Tout le monde arrive d'un coup et je peux tous les rajouter. Et ça t'attrape quel type de données en fait quand tu es dans cette extension? Est-ce que c'est aussi, est-ce que l'idée c'est aussi de pouvoir attraper une adresse mail, un numéro de téléphone? Alors, Comment est-ce que ça se passe? C'est une super question. Si je suis connecté, alors on récupère toute la donnée que LinkedIn nous donne. Donc, par exemple, si je suis connecté, je prends quelqu'un que je connais, par exemple Thibaut. Si je vais sur son profil et que dans ses coordonnées, il partage quelque chose, nous, on va récupérer tout ce qui est partagé dans ses coordonnées. En l'occurrence, là, il ne partage pas son email, donc on ne le récupère pas. Mais s'il l'avait partagé, on le récupérerait automatiquement. Je prends quelqu'un d'autre. Là, il partage son profil Twitter, donc tu peux peut-être récupérer son profil Twitter, quoi. Exactement, on récupère son profil Twitter. En revanche, nous, et c'est un petit teasing, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est sur une solution d'enrichissement plus puissante directement depuis l'application. Donc, peu importe ce que tu nous envoies, nous, on a l'URL LinkedIn. En un clic, on va te permettre d'avoir plus d'infos, comme notamment l'email. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous montre ici sur LinkedIn, ça fonctionne sur LinkedIn, mais cette extension, elle fonctionne également sur Twitter pour apporter des gens directement depuis Twitter. Elle fonctionne également sur Gmail. Depuis une conversation Gmail, je peux importer quelqu'un dans mon Folk en 1 seconde ou voir les informations que j'ai déjà sur lui dans mon Folk. Elle fonctionne également sur Instagram. Si j'ai besoin de gérer des influenceurs, par exemple, et tous les ajouter dans mon Folk, voir les infos que j'ai sur eux, etc. Et on a également une Zoom app qui te permet de prendre des notes et de rajouter des gens dans Folk directement depuis Zoom. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir updater son Folk depuis les outils que tu utilises déjà pour interagir avec tes contacts.
OK. C'est super intéressant. En fait, donc l'idée, c'est que, tu vas pouvoir avoir des contacts qui sont, tes contacts à toi, donc des personnes que tu connais. Mais en fait, il y a aussi cette idée de pouvoir, faire de la prospection, ou interagir avec des gens que tu connais pas encore, que tu connais pas bien, et qui sont donc, dans un premier temps, en fait, des prospects qui vont devenir des contacts, quoi. Exactement. Nous, il y a un peu ces deux grandes typologies. Soit tu interagis avec des personnes que tu connais déjà, par exemple ta communauté, par exemple tes utilisateurs, par exemple ta base d'Angel. Et du coup, nous, ce qu'on te permet, ça va être de les nurture, de maintenir cette relation, de leur envoyer des updates quand tu as besoin, de les inviter à des événements, etc., de gérer en somme ces relations. Soit tu as besoin d'interagir avec des personnes que tu connais pas, donc par exemple des candidats potentiels, par exemple des clients potentiels, par exemple des influenceurs potentiels. Et là, tu as besoin de les rajouter depuis une source externe. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter, ça peut être Instagram, ça peut être un fichier CSV, peu importe. De permettre de leur envoyer ensuite un email. Mais c'est deux séquences qui sont, différentes, mais qu'on permet de gérer de manière similaire dans le même outil. Et ça, c'est un vrai sujet parce que tu vois, moi j'ai une boîte dont je parle pas beaucoup, mais j'ai une boîte de mobilette électrique qui s'appelle Yoda, du coup sur laquelle on a des investisseurs. Et c'est un vrai sujet en fait de faire la lettre aux investisseurs tous les trimestres pour leur expliquer comment va la boîte, parce que en fait soit on le note pas et en fait on est pris dans l'opérationnel et donc on oublie, on se met pas forcément de rappel, c'est un truc qui est pas forcément dans les habitudes. Et donc, en fait, ici, tu peux par exemple avoir une liste avec tous tes investisseurs, et tu peux te dire, en fait, au-delà de. Est-ce que déjà, tu peux te mettre un rappel pour pouvoir me dire, OK, tous les 3 mois, il faut que j'envoie à cette liste un message, et est-ce que je peux tous leur envoyer le même message en fait en même temps, tu vois? Est-ce que je pourrais gérer ma relation avec les investisseurs de ma boîte de mobilette électrique ici? C'est un super point, c'est un super point alors la réponse courte c'est oui et je vais te montrer en 2 secondes rapidement comment faire en l'occurrence. Donc l'idée, une fois que tu as créé cette base de contacts, donc là on avait une base de contacts déjà créée, c'est que tu as tous tes contacts qui sont centralisés dans cette liste. Donc là en l'occurrence ça serait Angel Investor dans ton cas. Nous c'est ce qu'on fait dans Folk. Moi, j'ai 60 angels qui ont investi dans Folk. Et comme tu le dis, j'ai besoin de les tenir au courant plus ou moins tous les mois, enfin, plus ou moins tous les premiers du mois, des updates de la boîte. Et du coup, j'utilise ça pour avoir la liste à jour avec les bons emails, etc. Cette liste, tu vas avoir la possibilité aussi de l'étoffer en rajoutant un certain nombre d'informations, en l'occurrence des informations de base comme la compagnie, le job title, etc. Et je vais pouvoir créer à peu près tous les champs que je veux, donc des tags, des statuts, ajouter une date, par exemple la date dans laquelle il a investi, assigner un owner qui va être la personne de mon équipe, qui est la personne qui own la relation. C'est par exemple certains angels que Thibaut va connaître, d'autres que Jean-Yves va connaître, etc. Un champ de type texte, donc ça c'est assez basique, et même pouvoir lier des contacts entre eux. Donc par exemple, créer un champ portfolio où tu vas mettre toutes les autres boîtes dans lesquelles cet angel a investi, ou créer un champ Other CEOs he knows, où tu vas mettre tous les autres CEO que cet angel connaît, auxquels il pourrait potentiellement m'introduire. Bref, il n'y a de limite qu'à votre imagination. Donc là, sur ce champ, sur ce champ relation, tu dis on peut connecter une entreprise. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as quand même deux types d'objets. Tu vas avoir à la fois des contacts, mais tu peux aussi avoir des entreprises. Exactement. Alors ça, c'est une des grandes spécificités de Folk, c'est que le data model fait que tu as deux typologies d'objets. Nous, ce qu'on dit, on appelle ça les people et les compagnies. Donc les people qui sont des individus qui peuvent être liés à une ou à plusieurs entreprises, et les compagnies qui sont, comme le nom l'indique, des organisations. Ça peut être des fonds, ça peut être des boîtes que tu targetes, ça peut être des startups, ça peut être des agences, peu importe, et auxquelles vont être liés plusieurs people. Et je tease un peu, mais l'idée, c'est que quand je crée une vue, je vais avoir la possibilité de créer une vue soit de people, soit de compagnie, et ensuite qu'elle sera soit en mode pipeline, soit en mode table. Mais ça, ouais, c'est vraiment un peu, je vais pas dire emprunté, mais on va dire que c'est les codes du no-code, quoi. C'est vraiment les codes des bases de données, le fait de pouvoir créer des vues, filtrer, changer un petit peu la visualisation de tes données pour avoir plus de contexte. Donc toi, ce que tu as là aujourd'hui, c'est un grid, donc cette vue table, quoi, et une vue Kanban aussi, j'imagine, pour le mettre en mode CRM, et pouvoir, Exactement. pouvoir Exactement. changer ouais, les propriétés par rapport aux colonnes.
Exactement. Et après, il y a pas mal d'autres vues qu'on pourrait imaginer, hein, mais c'est les deux de base qui permettent de traiter un grand nombre de use cases. Et en effet, cette première vue table, comme tu le mentionnes, ou grid, on emprunte beaucoup de choses au monde du no-code en permettant, par exemple, de filtrer par n'importe quel champ, en Mhm. permettant, par exemple, de choisir la manière avec laquelle on a envie de sort, que ce soit également ici par n'importe quel champ, de choisir les colonnes qu'on va afficher, qu'on va masquer, etc., de manière très, très flexible, l'ordre des colonnes. L'idée, c'est que tout est super customisable et que ça permet d'être ta database de contacts centralisée à un seul endroit. Mhm. Et donc, pour chaque contact, pour chaque entreprise, t'as une page. J'imagine, tu as un endroit où tu vas retrouver toutes les informations au-delà de. J'imagine que c'est un peu comme dans un Airtable ou comme dans un Notion. En fait, si tu cliques sur ton contact, tu l'ouvres et tu as les informations de ton contact également, quoi. Exactement. Je peux te montrer par exemple le cas d'un contact, ça va être assez intéressant. Euh, je peux te montrer le cas d'un contact. Donc, par exemple, on va prendre Connie. Hop, si je clique sur Connie, donc tu as un ensemble d'informations qui sont affichées sur la gauche, qui sont les champs de base que tu retrouves sur la table. Il y a également certains champs qui sont calculés automatiquement. On appelle ça des smart fields, comme Your Last Interaction, donc la dernière fois que j'ai interagi avec cette personne, Strongest Connection, là, en l'occurrence c'est moi, ou Total Interaction, qui est le nombre de fois que j'ai interagi avec cette personne. Et sur la droite, on a des informations un petit peu plus profondes, comme l'historique des échanges. Donc, comme tu le vois, il y a tous les emails, il y a également les événements de calendrier qui ont été, que j'ai eu avec ce contact. Non seulement moi, mais également les personnes de mon équipe. Donc, ça permet d'avoir une vision consolidée du contact. Par exemple, là, on voit que c'est Julie, qui est à côté de moi, qui a eu ces échanges avec ce contact en l'occurrence. Ensuite, Mhm. on a ce que nous, on appelle des commentaires. C'est une Mhm. manière soit de prendre des notes, soit de collaborer avec une personne de son équipe pour que ce soit pendant un meeting, après un meeting, pour faire un follow-up, etc. Et la personne va être notifiée. Et le troisième point qu'on a sur cette fiche contact, c'est la possibilité de créer des reminders pour se souvenir dans le futur de faire quelque chose avec un contact. Ça peut être pour moi également ou pour quelqu'un de mon équipe. Donc, tout est collaboratif dans Folk. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut créer une fréquence. Donc, on peut choisir que ça se répète tous les jours, tous les mois, tout, etc., etc. Voilà. Donc, un peu ça, Mhm. c'est le profil du contact qui te permet d'avoir une vision un peu plus profonde de ce qui se passe pour ce contact. Et de la même manière, je Et, peux visualiser un profil pour une compagnie où je vais voir tous les people de la compagnie. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, mais je peux en avoir 10. Euh, et avoir la même notion de commentaires, de reminder, etc. et là, du coup, dans l'entreprise, est-ce que tu vois les échanges qu'il y a eu avec les personnes qui font partie de l'entreprise? Alors Donc, non, il faut aller sur le profil du contact pour le ok. voir. Par exemple, moi, là, si je vais sur Gabe, donc j'ai tous les échanges avec la personne. Si je vais sur l'entreprise, il faut repasser par le profil des différents contacts qui sont dans cette entreprise. Mais c'est un Ok, sujet qu'on va t'as pas visiter. encore la notion de. Ouais, c'est la notion de roll-up en fait, de champ agrégé que tu vas avoir si tu Exactement. as des bases de données relationnelles. Donc, tes contacts qui sont connectés à tes entreprises. Il y a la notion d'un certain type de propriété qui s'appelle un roll-up en anglais, une agrégation en français, qui va te permettre de venir en fait chercher des infos d'une relation et qui pourrait à ce moment-là dire bah, je veux avoir les infos agrégées de toutes les conversations que j'ai eues avec cette entreprise, du coup, contact par contact, quoi. Ça, Non, c'est mais quelque chose que vous souhaitez faire. Ça, ouais, c'est dans les cartons. complètement, complètement. Ça fait beaucoup de sens. Et nous, on est dans une situation. C'est très dur finalement, quand on est une boîte, de savoir quelles sont toutes les interactions qu'on a eues avec toutes les personnes de cette équipe, quels que soient les membres Ouais. de mon équipe. Et nous, on est dans une position un peu unique dans ça, où on offre la possibilité d'agréger tous les différents canaux de communication de tous les membres de ton équipe avec toutes les différentes personnes d'une boîte. Et ça donne, c'est d'une richesse exceptionnelle. Et c'est en effet quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, on a commencé par les people, qui est la première brique. Aujourd'hui, avec n'importe quelle personne, tu es capable de savoir tous les échanges qu'une personne de ton équipe a eu. Et l'étape d'après, c'est le faire au niveau compagnie ou account. Mais c'est en effet quelque chose qu'on peut faire. Ok, je comprends. Et en fait, du coup, la vision du produit, c'est quoi? Parce que construire ce type d'outil, et on le voit très bien, et je pense que les personnes de la communauté no-code, notamment, ont vraiment l'habitude de ça. Parce que, en fait, quand un outil sort, il va mettre beaucoup de temps à se développer. En fait, on se souvient de l'époque, il y a 3 ans, quand Notion n'avait pas d'API, et tout le monde disait il faut une API, il faut une API. Et maintenant qu'elle est sortie, ça a l'air normal. Mais pendant un moment, c'était un peu le gros pain. Pareil, Airtable, là, l'évolution en 2 ans a été juste stratosphérique. Aujourd'hui, tu peux carrément construire des apps, alors qu'à l'époque, c'était juste des bases de données. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans vraiment que
que le produit il est utilisable par les utilisateurs. Je ne sais même pas il est encore en bêta, non, il est ouvert au grand public, hein, là. N'importe Là, qui peut s'inscrire. ouais, n'importe qui peut s'inscrire. Depuis 4 mois, il est ouvert au N'importe. grand public et Ouais. il y C'est a tout récent, quoi. Ça fait 4 mois. Ouais, c'est tout récent. Donc ça C'est fait, tout récent. ça fait 4 mois là. C'est quoi on voit que le produit est encore jeune, évidemment. C'est quoi la vision du produit? Je veux dire, c'est quoi Folk dans 2-3 ans si on se projette? L'idée, nous, c'est que ce qu'on gère, ce qu'on permet aux utilisateurs de gérer, c'est l'objet de base. Comparé à Notion, où c'est une page ou un record, ou à Airtable, où c'est une database, nous, c'est des relationships. On te permet de gérer une liste de relationships. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est convaincu que la manière avec laquelle tu gères tes relations professionnelles, que ce soit en tant que personne ou en tant que business, c'est une énorme source d'opportunités. On dit souvent que business is a relationship game. Il se trouve que c'est extrêmement dur de le faire parce que toutes ces relations sont segmentées et éparpillées dans plein d'outils différents entre les différentes personnes de ton équipe. Ne serait-ce que ta boîte mail, en vrai. Déjà, ne serait-ce qu'entre ta boîte mail, ton WhatsApp, ton Exactement. LinkedIn, et tout le monde a la même chose. Tout le monde a cette fragmentation. Exactement. Mais on se rend compte que les événements majeurs que peut connaître une boîte, que ce soit recruter un candidat, que ce soit closer un deal, que ce soit closer un nouveau partenariat, que ce soit closer un fundraising, c'est des événements qui sont liés à ta manière de gérer des relations en tant que business. Donc, c'est vraiment fondamental. C'est un asset unique pour un business, sa manière de gérer ses relations professionnelles. On a tous, je pense, un peu l'intuition que la bonne manière de gérer une relation, c'est de le faire de manière très personnalisée, très customisée et un peu unique, de donner l'impression à chaque relation qu'elle est unique. Or, ça, c'est très dur à faire au niveau d'une relation. C'est extrêmement dur à faire quand tu dois le faire avec des centaines de relations. Quand tu es une entreprise, tu as des centaines d'investisseurs, de fournisseurs, de candidats, de clients potentiels avec lesquels tu dois interagir et ne pas leur donner l'impression d'avoir une manière uniformisée d'interagir avec eux, mais ramener cette notion d'ultra personnalisation dans ta manière de gérer la relation, donner l'impression que chaque relation est unique. Ça, c'est extrêmement dur et c'est à ce niveau-là que nous, on pense que la technologie peut aider. En ramenant du contexte et en leverageant de la data, en la centralisant à un seul endroit, en te permettant d'envoyer des messages qui vont être les bons messages au bon moment, avec le bon niveau de personnalisation et en permettant de traquer et de follow-up avec cette relation de la bonne manière. Donc, c'est finalement ça, nous, la vision, c'est de permettre de traiter des centaines de relations comme si chacune était unique. Et ça, Okay. ça se un grand nombre de fonctionnaires. Et donc, justement, le deuxième point dont tu parlais, juste pour en revenir à la démo, peut-être, c'est qu'à partir du moment moi, où j'ai cette liste de contacts que je peux filtrer, que je peux sortir, etc., je vais avoir la possibilité de créer, par exemple, une vue qui va s'appeler la vue To Contact, où j'ai filtré tous les contacts par ceux que je dois contacter. Je vais avoir la possibilité de les faire entrer dans un flow d'emailing. Donc, je vais cliquer sur Message All. Nous, on donne la possibilité à nos utilisateurs d'authentifier leur nom de domaine. Et donc là, je peux choisir qui va être le sender. Tout est collaboratif, comme d'habitude. Donc, je peux envoyer en mon nom ou au nom de quelqu'un de mon équipe et d'écrire un email ultra personnalisé. Je vais pouvoir leverager toutes les variables que j'ai créées par ailleurs. Donc là, first name, nice to catch up. Ou alors, je vais simplement commencer par un template. Ça va être un peu plus simple. Voilà, il y a plein de variables. Et je vais pouvoir revoir cet email pour toutes les différentes personnes du groupe avant de l'envoyer. Et chacun de ces emails, comme on le voit, va être hyper personnalisé. Je vais pouvoir rajouter un petit truc pour cette personne avec qui j'ai pris un drink, etc. Donc, l'idée, c'est que chaque mail va être envoyé comme s'il était envoyé depuis mon Gmail avec un grand niveau de personnalisation, mais en même temps, je vais avoir la capacité de le faire en bulk. Donc, pour l'investor update dont tu parlais, c'est parfait pour contacter des candidats, pour contacter des clients potentiels, pour contacter des partenaires potentiels, des influenceurs potentiels avec qui j'ai envie de travailler. Ça permet de contacter une liste de contacts en bulk, avec la puissance d'un MailChimp, mais avec le même niveau de personnalisation qu'un Gmail. Donc voilà, c'est assez puissant. Ouais, ça c'est un peu votre killer feature du moment, ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu as centralisé tous tes contacts à un seul endroit,
l'étape naturelle que tu as besoin de faire à un certain moment, c'est de les contacter. Et c'est super painful de le faire. Et nous, on est l'endroit naturel pour le faire parce qu'on a déjà toute cette data sur les contacts que tu as. Et on va te permettre ensuite, par la suite, et c'est la deuxième étape, de pouvoir, suite à ces campagnes que tu as envoyées, voir quels sont leurs résultats. Par exemple, donc supposons que j'ai envoyé un mail à tous ces investisseurs. Moi, je vais pouvoir, une fois que le mail est envoyé, cliquer dessus, voir qui l'a envoyé, à qui il a été envoyé, à qui il a été, qui l'a reçu, qui l'a ouvert, qui a cliqué sur le mail, et ensuite vraiment rentrer dans le détail, comprendre Arjun, il l'a reçu il y a 4 semaines, il l'a ouvert il y a 4 semaines, et il a cliqué sur le mail il y a 42 minutes. Ce qui me permet d'avoir encore plus de granularité sur la manière de comprendre la manière avec laquelle je gère cette relation en particulier. En fait, c'est marrant parce que d'un côté, tu peux pas tout à fait remplacer une boîte mail ou tu peux pas tout à fait remplacer les canaux aujourd'hui. J'imagine que ça fait partie quand même de votre stratégie d'intégrer d'autres canaux à terme, comme le font d'autres boîtes. Je sais pas, je pense à text.com, je pense à Front par exemple, et d'autres outils qui te permettent d'agréger plusieurs canaux de communication sur le même contact. J'imagine que ça va être un défi. Mais au-delà de ça, toi, pour l'instant, aujourd'hui, tu es vraiment ultra fort sur j'envoie des emails personnalisés at scale à des contacts que je vais pouvoir mettre dans des listes et de façon complètement collaborative. Donc, en fait, j'essaye de créer dans ma boîte un réseau commun, en fait, un network, c'est vraiment ça. Quand on dit your network is your net worth, donc ta valeur, en fait, c'est la valeur de ton réseau. Toi, ce que tu permets de faire aujourd'hui, c'est d'agréger, en fait, tout le réseau de toutes les personnes de ta boîte et de pouvoir le maîtriser, le contrôler, le leverager tous ensemble dans une même application, quoi. Franchement, il faut que tu viennes faire du product marketing chez nous, là, parce que Ouais. C'est gentil. C'est des années de pratique, tu sais. C'est exactement ça. Ouais. C'est construire tes listes de contacts qui sont au sein de ton organisation, qui vont te permettre de capitaliser sur ces contacts, de les contacter au bon moment, de les leverager au bon moment et de faire en sorte de gérer tes process à un seul endroit avec toutes tes typologies de contacts en tant que personne et en tant qu'équipe. Et justement, très bien. Il y a des questions hyper intéressantes dans le chat. Ça matraque de questions. C'est trop cool. Il y a une question notamment sur les intégrations là. Intégration Aircall, Ringover, tu vois, en mode téléphone. Est-ce que je vais essayer d'élargir un peu le truc. On voit de plus en plus de CRM qui vont essayer d'avoir un maximum d'intégration parce que l'objectif, en fait, quand tu parles du user, l'objectif c'est qu'un sales il puisse passer sa vie dans le CRM et que ce soit son seul outil. Donc on va venir lui agréger à l'intérieur du CRM, on va venir lui mettre le téléphone, on va essayer de lui mettre les notes, on va essayer de faire en sorte qu'en fait il ne sorte pas de son CRM. C'est vraiment ça l'objectif. Et après, on va venir faire le plus de connexions possible sur le CRM. Ici, est-ce que l'objectif de Folk demain, tu parles de Workspace, c'est de devenir un espace de travail où quand tu veux gérer tes contacts, tu ne sors pas, en fait, tu sors pas de cet espace, ou est-ce que c'est un outil très spécialisé sur lequel on va venir se connecter quand on a besoin d'avoir accès à son network, mais où on va encore avoir besoin d'avoir les autres solutions autour? C'est une super question. Nous, finalement, ce qu'on a envie de te permettre en tant que boîte, c'est de comprendre et de maîtriser au mieux toutes les relations dont tu as besoin pour réussir en tant que business. Donc, en l'occurrence, si je prends le cas d'une relation spécifique, moi, plus j'ai de canaux différents de communication qui sont intégrés, plus j'ai une vision, le mot c'est holistique, mais une vision qui est englobante, qui me permet de bien comprendre cette relation. Donc, ça fait complètement du sens de se dire que demain, sur un contact, quand je clique, je vais avoir non pas simplement les emails et les événements de calendrier. Donc, déjà, on aura d'autres sources d'emails. Donc, par exemple, Outlook étant un exemple, mais aussi d'autres typologies d'interactions. Donc, les calls étant un exemple, pouvoir créer des interactions à la main, les WhatsApp messages, les SMS, etc. L'idée, c'est d'être le plus englobant possible. Je me pose la question, tu vois, sur WhatsApp, parce que quand même, moi, je suis un très gros utilisateur de WhatsApp. En gros, j'ai mes emails pour l'externe, j'ai Slack pour l'interne, j'ai Notion pour les projets et j'ai vraiment WhatsApp pour tout le reste, quoi. J'envoie pas de messages. WhatsApp, c'est des conversations qui sont quand même vachement personnelles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore intégrer WhatsApp dans Folk, mais demain, comment vous allez faire quand vous allez intégrer WhatsApp? Parce que j'imagine que tu n'as pas envie de partager forcément tous les messages que tu as dans une conversation WhatsApp, alors que là, tu as accès à tous les emails.
C'est un super point. Et franchement, ça, c'est un élément de différenciation majeur avec tous les CRM, parce que les CRM sont construits de telle sorte à ce que tout soit partagé par défaut. C'est un outil de monitoring, les CRM, pour l'executive suite, pour permettre de gérer les boîtes, pour gérer les équipes sales. Nous, on a un positionnement qui est un peu différent, qui consiste à dire que l'individu doit avoir envie de partager ce qu'il a envie de partager. Et donc ça se fait à deux niveaux. Déjà au niveau du groupe, donc tu vas choisir qui a accès à un groupe, par exemple le groupe investisseur, tu vas le garder partagé uniquement avec un nombre de personnes limité avec qui tu as envie de partager les emails. Et même au niveau du groupe investisseur, tu vas pouvoir choisir si dans ce groupe, toi, tu choisis de partager ou de ne pas partager tes interactions. Donc, c'est super customisé et je pense que c'est nécessaire pour de la donnée aussi privée / critique que sont tes données de contact de manière plus large. Donc, pour répondre à ta question, par exemple, toi, tu pourras choisir que dans le groupe Angel Investor, on voit tes WhatsApp parce qu'il y a ton cofondateur et que tu dis que c'est une safe place et que tu es OK pour partager ces données, et que dans tous les autres groupes que tu vois ici, tu dis cela, j'affiche pas mes WhatsApp. Ok, ouais, ça, en effet, ça me paraît super important. Bon, c'est cool, il y a pas mal de choses. Alors, il y a évidemment la question classique à laquelle on s'attendait, c'est quand est-ce que vous sortez une intégration Make? Parce qu'aujourd'hui, vous avez du coup Zapier avec que des actions. Ça veut dire qu'on peut trigger, on va pouvoir déclencher des flux dans d'autres applications et venir créer ou mettre à jour des contacts dans Folk. Mais quand est-ce qu'on peut lancer des automatisations concrètement à partir de Folk? Et quand est-ce qu'il y a Make? La grande question de Make. Non, mais franchement, c'est des super questions auxquelles on est super sensible. Honnêtement, on est hyper content parce que on a une très bonne célérité produit, on va très vite et on a l'impression, en tout cas, c'est le retour que nous font nos utilisateurs, qu'on fait les choses dans le bon sens. On essaye de rester très focus et pour parler de manière très concrète, Make, ça sera plutôt Q1 de l'année prochaine avec toutes les actions qui sera possible. Donc, pas uniquement d'utiliser des actions, mais également des triggers depuis Folk, à la fois dans Zapier et dans notre cher Integromat. Ok. Et quand on parle là de Make Zapier, alors ça, on va dire que c'est la base. Donc les gens utilisent beaucoup Make et beaucoup Zapier. Il y a quand même un truc que je kiffe moi et qu'on fait beaucoup chez The Toolbox, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et on adore les outils qui ont une API ouverte et qui nous permettent de construire tous les workflows qu'on a envie. Est-ce que ça, c'est un truc que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est un truc que vous allez développer, ça? Vraiment Open API, laisser les gens toucher à l'API et construire leurs propres intégrations? Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup en interne. Pour être hyper transparent, nous, on aurait la possibilité de le faire dès maintenant pour les actions qu'on a rendues disponibles sur Zapier, et demain pour les triggers également, parce que c'est comme ça qu'on l'a conçu. Après, ça pose plein de sujets parce que tu prends le risque d'avoir des bourrins qui viennent faire un peu n'importe quoi avec ton API. Donc, on se pose la question. On a la possibilité de le faire, mais on se pose la question de la manière de le roll-out. Est-ce qu'il faudrait que ce soit un nombre limité de personnes ou avec une approche différente à la Notion? Honnêtement, c'est un sujet sur lequel on est encore au stade de réflexion. Ouais, comme dirait Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. Et du coup, là, c'est quoi la roadmap d'ici la fin de l'année? Alors, pas mal de trucs super excitants. Donc là, déjà, on a sorti des templates hier, comme on en parlait. Et je pense que c'est assez important dans la vue d'un produit no-code qui est très customisable, parce que la plupart des gens ne sont pas des product geeks. La plupart des gens viennent pour quelque chose qui répond exactement à leurs besoins. Et donc, nous, on donne la possibilité, à travers ces templates, d'adapter le produit en quelques clics à ton besoin, avec des best practices en fonction de la typologie de template que tu vas vouloir créer. Donc là, comme tu le vois, on a un certain nombre de templates, que ce soit pour créer des groupes de community members, de personnes qui doivent assister à un événement, d'influenceurs, de journalistes, de personnes pour ton product end, de talent, etc. C'est assez exhaustif, et à chaque fois, tu as le détail de comment fonctionne ce groupe. Donc, ça, c'est assez cool. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est également assez attendu et qui devrait sortir assez prochainement, c'est une version mobile responsive. Je suis assez étonné, on n'a pas encore eu la question, mais avec Make, c'est parmi les deux questions qui reviennent le plus souvent. Du coup, ça va permettre
ce que nous, on appelle on the go, donc depuis un meeting, depuis un événement, de pouvoir updater ton folk parce que tu as une nouvelle information sur un contact, parce que tu as envie de retrouver une information que tu as par ailleurs sur ce contact. Donc, c'est assez fondamental. Ouais, hyper important le mobile. Je reviens 2 secondes en fait sur les templates, si tu peux revenir sur la page sur laquelle ils sont. En fait, là, ce que je vois, c'est que les templates, ils sont pas développés uniquement par vous. En fait, il y a aussi des vrais templates qui ont été développés par d'autres personnes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'apporter un peu les best practices. Genre là, je vois une liste de journalistes Defenders avec une petite tête, un petit bonhomme qui rougit. Genre, est-ce que c'est vraiment la liste de journalistes que Defenders utilise pour faire ses revues de presse ou c'est juste la façon dont elle est construite? Alors, c'est un super point. Donc, nous, on a les deux. On a les deux. Donc, ça, c'est la manière avec laquelle les listes sont construites. Donc, quel champ tu vas mettre. On explique Ok. spécifiquement quel champ tu vas mettre, quelles vont être les typologies de vues que tu vas créer, quelles vont être les colonnes de ton pipeline, etc. Donc, c'est la manière avec laquelle eFounder gère leur groupe. C'est une première manière de voir les choses. Et la deuxième manière de voir les choses, je vais vous montrer ça sur notre landing page. Donc, vous pouvez voir l'animation qui est assez sympa. Mais du coup, on a ce qu'on appelle, nous, des famous lists. Donc, c'est des listes de contacts qui vont être utilisables directement et que tu vas pouvoir directement dupliquer dans ton espace de travail. Donc, en l'occurrence, on a nos opérateurs Angel, les meilleurs Women Angel en France par Roxane Barza, etc. On a un certain nombre de listes. Et si je vous montre une de ces listes, par exemple, ça ressemble à ça. Et moi, j'ai la possibilité en 2 secondes de cliquer sur Duplicate et d'avoir ces contacts qui sont dans mon espace de travail très rapidement. Incroyable. Ça, c'est génial. Ça veut dire que demain, tu veux faire une petite campagne LinkedIn et on va dire que tu es une femme entrepreneur, tu montes ta boîte et tu as envie de trouver des investisseurs femmes aussi. Tu as déjà là une liste qui a été montée par Roxane Varza, qui est donc la CEO de Station F, si je ne me trompe pas, et qui a fait la liste en fait des meilleures investisseurs françaises et qui te permet d'y avoir accès direct, quoi. C'est hyper Ça, puissant. on applique à plein de sujets. On a les meilleurs influenceurs par la Trop production, bien. les meilleurs growth influenceurs par Cloudways, les meilleures universités aux États-Unis, les personnes les plus powerful par Forbes. Il y a vraiment plein de listes différentes. Qu'on peut, par exemple, les meilleures personnes qui font du Customer Success par David Apple, qui était Head of Customer Success chez Notion, les meilleurs Head of Growth en France par Jérémy Gualo, qui gérait la growth chez Spendesk. Bref, il y a un certain nombre de listes qu'on a créées qui peuvent être en quelques secondes dupliquées et, comme tu le dis, qui te permettent de partir d'une liste de contacts qui est déjà qualifiée, qui a été créée par quelqu'un, qui a de la légitimité sur ce sujet et qui permet de gagner beaucoup. Ouais, c'est vraiment hyper puissant. Du coup, aujourd'hui, en fait, moi, il y a une question que je me pose, c'est qui utilise Folk là dans vos premiers users, les personnes qui ont vraiment qui tirent un maximum de valeur de Folk aujourd'hui, c'est quel type de boîte? C'est des fonds d'invest, c'est des agences, c'est des boîtes de services, c'est des boîtes de produits, c'est quoi? C'est une super question. C'est une super question en particulier dû au fait que des boîtes qui ont besoin de gérer leurs relations professionnelles, il y en a des millions qui ont besoin de gérer des investisseurs, des fournisseurs, des candidats, des employés. Bref, ça concerne plus ou moins toutes les boîtes. Nous, on est un peu obsédé par le focus chez Folk. Donc, on définit très bien on essaye du moins définir les personnes auxquelles on s'adresse. Aujourd'hui, il y a 3 grandes typologies de personas qui ont finalement la meilleure expérience de Folk aujourd'hui. Un, c'est les startups de 1 à 50 personnes qui vont nous utiliser comme étant leur CRM général pour gérer leurs candidats, leurs fournisseurs, leurs investisseurs, leurs employés, leurs influenceurs, etc. On partage tous les contacts, on fait les listes ensemble et en gros, on est petit, on essaye d'aller très très vite, quoi. Exactement. Et ça permet de créer finalement une intelligence collective en ayant toutes les informations partagées par rapport aux personnes que l'entreprise et que les personnes de l'entreprise connaissent. Et gérer ses process par rapport à ses contacts très facilement. Deuxième typologie, c'est toute la long tail d'agences. Donc, les agences web design, les agences de recrutement, les agences de conseil, etc. C'est le marché un peu où Mailchimp, c'est le marché un peu de Mailchimp, mais le marché historique de Mailchimp. Donc, toutes ces boîtes qui sont très relationship-centriques et qui nous utilisent un peu comme leur OS général pour gérer leurs leads, leurs clients, leurs consultants, leurs experts. Globalement, c'est un peu les 4 typologies de contacts que ces boîtes vont avoir tendance à chercher.
Et la troisième typologie, c'est tout l'écosystème d'innovation, donc Startup Studio, accélérateur, incubateur, VC, fonds de PI, etc., qui vont nous utiliser pour gérer leur deal flow, les founders qui connaissent, leurs LPs, leurs candidats, organiser des événements avec les founders, etc. Donc, voilà. C'est assez. Là, c'est vraiment les trois grandes catégories, mais après, ce qu'on aime bien faire et ce qu'on trouve assez enivrant, c'est de voir vraiment la grande diversité de use cases qu'on va pouvoir avoir, que ce soit une, le bureau du gouverneur en plein milieu du Minnesota, une ONG qui va nous utiliser pour gérer tous ses bénévoles et ses donateurs. Bref, il y a une grande typologie de use cases différents, mais ces trois grands-là sont les trois grands qui ressortent de manière la plus proéminente. Ok. Trop bien. Est-ce que tu veux nous montrer encore, tu veux nous montrer encore des trucs? Il y a pas mal de questions. J'ai l'impression que, enfin, c'est cool. En réalité, Julie, elle est à fond dans le chat. Elle répond à tout plein de questions. Est-ce que tu voulais encore nous montrer des trucs ou je commence à regarder dans le chat pour voir un peu peut-être les questions qui ont pas été répondues? Peut-être juste un dernier point je profite du fait juste pour terminer la démo, c'est le fait que après avoir envoyé cette campagne d'email du coup à tous ces investisseurs, moi j'ai la possibilité de créer une vue, comme tu le mentionnais, type pipeline, où je vais pouvoir, comme d'habitude, tout customiser mes colonnes, etc., l'ordre dans lequel je vais les afficher, etc., et qui me permet de gérer ce process proprement. Et donc, une fois que je l'ai envoyé, savoir avec qui je dois follow-up, ou je dois à qui du coup je vais potentiellement renvoyer un message et avec qui j'ai réussi à closer, parce que c'est finalement le deal, c'est finalement ça l'objectif. Mais donc voilà, en quelques mots, Deadfold, c'est construire ces listes de contacts, deux, de pouvoir leur envoyer des emails de manière ultra personnalisée au bon moment en utilisant la donnée que j'ai dans ces listes, et trois, de pouvoir follow-up proprement en ayant le bon workflow que je vais pouvoir créer, gérer avec mon équipe dans Folk. Trop bien. Petite question technique, je regardais tout à l'heure quand tu envoies des emails, tu peux mettre des pièces jointes ou ça c'est un truc qui doit encore être ajouté? Non, ça doit. Je vois Julie à côté de moi qui est en train de hocher de la tête parce qu'elle sait que c'est un des qu'on a assez souvent. Donc, c'est très fort, Jérémy, parce que tu mets vraiment le doigt là où il faut, quoi. Et non, c'est pas possible encore pour le moment, mais c'est un des sujets qu'on attaque. Mais en vrai, je rebondis là-dessus en termes de bonnes pratiques. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on envoie un document par mail, alors déjà, moi, je mets quasiment pas de pièce jointe parce que j'envoie que des liens Notion, parce que tous mes documents sont dans Notion. Je crois que j'ai pas ouvert un Word depuis au moins un an ou un Google Docs. Je fais vraiment tous mes docs dans Notion. Maintenant, je sais que c'est pas toujours possible, mais quand c'est pas possible et vous voulez envoyer une presse, quand vous voulez envoyer un document et que vous voulez en fait savoir si les gens l'ont lu et où est-ce qu'ils se sont arrêtés, c'est cool d'envoyer ça via un DocSend par exemple. Aujourd'hui, il y a des outils comme DocSend, il y en a d'autres, il y a TeamKey aussi par exemple, je crois qu'il y a un exemple français, mais qui permettent en fait de savoir où est-ce que les gens se sont arrêtés dans la lecture de votre document, combien de fois est-ce qu'ils l'ont consulté, et qui vous donne plus de contexte sur la pertinence de votre document et sur la manière dont il a été consulté. Donc en réalité, je pose la question de la pièce jointe parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas l'icône, mais je pense que la bonne pratique aujourd'hui, si vous voulez vraiment être le plus efficace possible, c'est de ne pas envoyer une PJ simple, mais plutôt d'envoyer un lien, quoi. Et en parlant de bonne pratique, est-ce que toi, maintenant que tu bosses et que tu traites au quotidien ce sujet de la gestion des contacts, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques ou des choses qui marchent très très bien, que les gens ne savent pas forcément et qui peuvent, de façon très actionnable, commencer à utiliser dès maintenant? C'est un super point, honnêtement, complètement. Et je pense que prenons le use case Angel Investor, qui est un bon use case, mais qui s'applique finalement à pas mal de use cases différents. Je pense que c'est une très bonne pratique, de prendre l'habitude de construire sa liste de contacts au fur et à mesure que je rencontre des angels. Parce que on interagit avec tellement de personnes différentes, en l'occurrence tellement d'angels différents, que c'est très dur au moment où tu en as besoin de retrouver toutes ces personnes à un seul endroit. On va faire une recherche LinkedIn, les chercher dans Twitter, les chercher dans nos mails, les chercher dans des spreadsheets, etc. Si tu les as à un seul endroit, ça va permettre de gagner beaucoup de temps. On crée finalement, d'une certaine manière, un asset pour toi et pour ton organisation que tu vas pouvoir leverager très rapidement. Et en l'occurrence,
le proxy qu'on aime bien dire, c'est que de la même manière que des Notion ou des slides ont permis à des boîtes de capitaliser sur le fait d'avoir une base de documentation interne, ce qui n'existait pas finalement, un Notion ou un slide, il y a plus de 5 ans, ça n'existait pas. Ben, nous, on pense qu'un Folk va permettre à une boîte de capitaliser sur un de ses assets les plus importants, à savoir sa base de contact, si les personnes, de la même manière qu'elles prennent l'habitude d'écrire des notes et de documenter ce qui se passe, prennent l'habitude de rajouter des listes des contacts aux listes de contacts au fur et à mesure que tu es amené à interagir avec eux. Et on le voit sur plein d'use cases différents. Par exemple, constituer une base de talent que tu vas pouvoir nurture au fur et à mesure du temps, constituer une communauté des personnes qui sont intéressées par ta boîte que tu vas tenir informées, constituer une base de leads potentiels qui ne sont pas intéressés tout de suite, mais peut-être plus tard, constituer la base de toutes les personnes que tu vas vouloir relancer dans ton product. Bref, la première bonne pratique nous qu'on voit, c'est vraiment de capitaliser sur les personnes avec lesquelles toi ou ton entreprise interagissent en les centralisant à un seul endroit. Deuxième élément que nous, on voit qui est assez important, c'est de prendre des notes. Nous, on est convaincus que prendre des notes sur tes contacts, et on le fait à travers, nous, on utilise notamment les commentaires pour le faire, bah, ça te permet de garder du contexte, de se souvenir de la dernière chose qu'on a mentionnée à ce contact, sur quel canal on s'est parlé, à quel moment on s'est parlé exactement, de quoi on s'est parlé, etc. etc. Et on a plein de manières de le faire. On peut les prendre directement dans Folk, on peut les prendre directement depuis Zoom quand on est en call avec une personne, on peut les prendre directement depuis LinkedIn, Twitter, Gmail et Instagram en utilisant notre extension Chrome. On donne plein de manières de prendre ces notes, mais en tout cas, de manière générale, ça permet de capitaliser à la fois sur la relation et en plus de pouvoir ensuite chercher par ces notes pour retrouver, si j'ai tapé que cette personne est intéressée en Web3, je vais taper Web3 et je vais retrouver les personnes qui sont associées. Donc ça, c'est un peu le deuxième élément qu'on trouve important, c'est prendre des notes sur ces contacts pour documenter la relation. Et le troisième point, nous, qu'on trouve super important, c'est d'envoyer des messages qui soient vraiment ultra personnalisés. Ça fait vraiment la différence. Donc, d'utiliser finalement toute l'information que tu as recueillie dans Folk ou dans ton outil, peu importe, pour envoyer des messages qui ne soient pas Hello First Name simplement, mais personnalisés au maximum. Ça a beaucoup plus d'impact en termes d'ouverture. Ce qu'on se dit souvent en interne, c'est que tu n'es jamais à plus d'un très bon email d'une opportunité de malade. Donc, il faut peut-être prendre le temps de faire cet email de la bonne manière. On n'a pas besoin de forcément passer des jours à écrire cet email. Et Folk est censé être un outil qui te permet de leverager toutes ces variables que tu as dans l'outil pour le faire, par exemple en rajoutant une catchline spécifique pour chaque personne, en créant un champ catchline, en customisant avec le nom de la boîte, en customisant avec la dernière fois que vous vous êtes parlé. Bref, il y a des millions de manières de customiser. D'ailleurs, on propose une bibliothèque de templates Gmail là, que vous pouvez voir, qui s'inspirent comme d'hab soit qui ont été créés par nous, soit qui ont été créés par des personnes de la communauté. Ça, c'est tous nos emails qui ont été créés par Morgan, notre star du recrutement. Ça, c'est un email de user research par le CPO de Conto, un email de feedback loop par le CEO de Cycle. Bref, il y a plein d'emails différents que nous on propose comme étant des inspirations et qui montrent le niveau de personnalisation qu'on peut aller chercher dans ces emails pour être hyper important. Donc, ouais, c'est un peu les 3 éléments que nous on recommande. Capitaliser sur sa base de contact en la créant, prendre des notes pour documenter les relations et envoyer des messages qui soient ultra personnalisés au bon moment. Trop bien. Et en fait, c'est la folie, cette base de... Ça me rappelle un peu, en fait, ce que tu nous montres là actuellement, ça me rappelle un peu une initiative de Front, qui est un autre outil de Defenders qui avait sorti sur Product Hunt il y a quelques années une base qui s'appelait Good Email Copy. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler ou si vous vous êtes inspiré de ça, mais en gros, c'était une base de données de plein de super emails pour utiliser dans n'importe quel cas d'usage. Et en fait, c'est un peu ce que vous proposez là et que moi, je trouve hyper puissant. Au niveau des templates, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'écosystème no-code que moi, j'adore. Il y a plein de templates sur Notion, plein de templates sur Airtable, il y a des blueprints sur Make. L'idée, c'est de pouvoir reprendre quelque chose qui fonctionne, de ne pas devoir se prendre la tête, de se servir de la bonne pratique, de l'expertise et de se dire, allez, j'utilise ça et j'ai la certitude, en fait, que ma communication, elle est bonne, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et nous, c'est génial. On a essayé aussi de les catégoriser par use case, par exemple, pour faire de la PR, interagir avec la presse, de la user research, recruter, faire du fundraising, etc. Mais en effet, c'est beaucoup plus simple de commencer depuis un template, quitte à le modifier ensuite. Mais c'est beaucoup plus simple de commencer par un template parce que ça nous donne des idées, ça nous inspire de bonnes pratiques, de personnes qui l'ont fait 500 fois et ça permet de commencer plus rapidement. Ouais, trop bien.
Génial. Eh ben, Simo, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette heure de masterclass. C'était bien dense. Je ne sais pas si vous avez kiffé là, mais il y a eu énormément de questions et c'est trop cool d'avoir Julie dans le chat qui peut répondre en direct. Je pense qu'on a Notre star, répondu. Julie, c'est notre star qui a la réponse à toutes les questions, même celles que C'est top. Et ben ouais, c'était vraiment génial. Écoute, l'outil pour l'instant, il est gratuit, hein. Là, tu commences à poser les questions qui fâchent, Jérémy. Non, il n'est pas gratuit. Pardon, pardon. Il y a une période de free trial qui permet de bien voir comment l'outil fonctionne, etc. Mais ensuite, c'est 19 dollars par utilisateur par mois. Et à mon avis, s'il y en a qui sont intéressés, vous en aurez pour votre argent. Non, mais blague à Mais part, tu peux l'utiliser. Je pense que tu as, quand même beaucoup de fonctionnalités. Tu as quand même beaucoup de fonctionnalités gratuites et l'objectif, c'est que ça reste comme ça, non? exactement, exactement. Dans l'ère d'un Notion, d'un Airtable, etc. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du product-led growth, il me semble. C'est ça. C'est l'objectif, c'est que tu puisses rentrer dedans et tu commences à payer que quand tu as suffisamment de valeur que pour avoir un intérêt à payer, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas tu rentres, tu mets ta carte et t'es matraqué direct, quoi. Ouais, mais tu as un flow self-serve qui te permet de t'onboarder tout seul, de tirer de la valeur, de comprendre, d'utiliser des templates, d'envoyer des mails, d'enrichir tes contacts, bref. Et ensuite, ensuite, on attend le moment où vous êtes le plus accro au produit pour vous suggérer de mettre une carte de crédit. Non, mais blague à part, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne le PLJ. Et c'est vrai que je devrais commencer à faire ça. Mathieu Stéphanie fait ça dans Génération Do It Yourself. Est-ce que tu es chaud de faire un petit code promo pour les personnes qui ont assisté à la masterclass? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. On va s'occuper avec Julie de vous partager ça. Trop bien. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Simo. C'était top. Nous, on se recroise très bientôt. Ouais. Je vous dis à tous à très bientôt aussi, probablement pour notre prochaine masterclass d'ici 2 ou 3 semaines. Et puis, d'ici là, eh ben, portez-vous bien. Merci Jérémy, merci à tous, c'était super sympa.